Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la Russie, depuis son retour effectif en Afrique, continue de renforcer sa coopération politique, économique et militaire. Le décryptage de cet intérêt de Moscou pour le continent dès le début de ce journal. La Côte d'Ivoire parmi les meilleurs éléments de la sous-région Afrique de l'Ouest en matière de mise en œuvre des projets communautaires recommandés par l'Union. Et le Sénégal règne sur le football africain, joie et scène de liesse au Sénégal et au-delà après la victoire des Lions de la Teranga dimanche soir face à l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord, l'opposition malienne qui fustige le processus de relecture de la charte de la transition. L'opposition craint un renforcement du pouvoir du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le texte adopté vendredi soir en Conseil des ministres prévoit par exemple de supprimer le poste de vice-président de la transition. Le colonel Goïta se retrouvera ainsi seul à diriger le pays. Ismaël Sako, porte-parole du cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition, dénonce une façon dictatoriale visant à confisquer le pouvoir. Depuis le début des années 2010, la Russie tente d'élargir la géographie de ses intérêts en Afrique. Cela se traduit par un rapprochement militaire, politique, mais aussi économique, avec des échanges commerciaux entre les deux blocs qui ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Amenedji. En 2018, la valeur des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie était estimée à 20 milliards de dollars selon l'Organisation mondiale du commerce, un montant en hausse de 17,2% comparé à 2017. Le Congo fait partie des États vers qui la Russie souhaite davantage renforcer ses relations diplomatiques établies depuis 1964. Il y a tout un nombre de domaines où nous avons une coopération, y compris le commerce, l'économie, les investissements. Dans le domaine humanitaire, nous avons aussi des liens de longue date. Cela comprend l'entraînement du personnel militaire, civil. Le 5 février 2022, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, tenu en marge du 35e sommet de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur un partenariat gagnant-gagnant, une collaboration russo-congolaise pour également porter haut les questions actuelles de l'agenda africain, la promotion de la coopération commerciale, économique et d'investissement. La Russie a donc besoin de déboucher au plan international. On voit déjà sa présence déjà en Libye et pourquoi pas le Congo, déjà présente en Centrafrique, dans la zone CEMAC. Donc cela rend le cadre d'une stratégie déjà évoquée comme un agenda international qui est une des recommandations du sommet de Sochi de l'Union africaine de Russie tenu en 2019 en tant que tel. La plupart des cadres qui servent dans l'administration publique congolais, ici bien en Guinée comme au Mali, ont beaucoup fait leurs études universitaires en Russie. Outre l'aspect militaire visant à renforcer la sécurité, un accent a été mis sur les préparatifs du deuxième sommet Afrique-Russie prévu se tenir en 2022. La première édition de cette rencontre de haut niveau tenue en 2019 à Sochi marquait l'engagement des chefs d'État africains et de la Russie à renouveler leur coopération dans les domaines d'éthique, de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, du traitement de la dette et de l'agriculture. Je vous le disais en titre, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait le bilan avec le gouvernement ivoirien de la mise en œuvre des différents programmes et projets communautaires de l'organisation. Et la Côte d'Ivoire figurerait parmi les pays qui mettent le plus en application les réformes communautaires prônées par l'organisation. Ange Nomegno. La Côte d'Ivoire fait bonne figure dans l'espace UEMOA. Le pays d'Afrique de l'Ouest a mis en exécution 86,2% des réformes et politiques de l'institution communautaire en 2021 contre 82,1% en 2020. Ce résultat est dû notamment aux efforts mis en œuvre par le pays pour la libre circulation des personnes, le droit d'établissement de certaines professions libérales, la gouvernance économique et la convergence. Les enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour sont importants. Il s'agit pour nous de préserver l'image de notre pays dans l'Union en donnant le bon exemple et en inspirant les autres pays membres du fait du poids économique de la Côte d'Ivoire au sein de l'Union.
Si la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant dans l'exécution des réformes et politiques de l'UEMOA, des progressions ont également été enregistrées sur le plan régional. Selon le président de la commission de l'UEMOA, le taux de mise en œuvre des réformes de l'Union est passé de 55% en 2014 à 76% en 2020, soit un bon qualificatif de 21 points de pourcentage. Je réaffirme ma ferme conviction dans la réussite du processus de notre intégration, dont la marche entamée depuis 28 ans maintenant est portée avec engagement par les plus hautes autorités de notre Union. Nous avons foi en notre intégration pour le bien-être de nos populations. Ces résultats ont été annoncés lors de la présentation de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. La revue annuelle des réformes placée sous la présidence des premiers ministres et chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances a été instituée par l'acte additionnel du 24 octobre 2013 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Plus d'1 million de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au cours de l'année 2018 en Afrique subsaharienne, un nombre alarmant qui pourrait doubler d'ici 2040. Sur le terrain, la maladie n'est pas encore une priorité en matière de santé publique dans la majeure partie des pays, faute notamment de ressources. Conséquence, le cancer reste très mal diagnostiqué. Certaines associations et organisations se disent engagées sur la question. C'est par un film documentaire de 7 minutes faisant état des besoins en médecine nucléaire et à la radiothérapie qui pourrait sauver des vies des personnes atteintes de cancer que l'initiative Rays of Hope a été officiellement lancée le 4 février 2022 au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, Éthiopie. Pour la réussite de cette initiative, il est impératif, selon le président de la Commission de l'Union africaine, à mobiliser les soutiens des chefs d'État africains et partenaires. L'enjeu crucial est la mise en œuvre des politiques de santé d'envergure qui visent le renforcement des capacités de diagnostic, de l'offre thérapeutique et des stratégies de prévention adaptées. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux défis posés par les cancers à nos systèmes de santé en Afrique. La date ne peut être mieux choisie, car ce jour 4 février marque la journée mondiale de la lutte contre le cancer. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, plus de 70% des décès dus au cancer devraient survenir dans les pays africains qui ne reçoivent que 5% des dépenses mondiales. Et sur les 55 membres de l'Union africaine, plus de 20 pays ne disposent pas d'un seul appareil de radiothérapie. Pour le président de la République du Sénégal, par ailleurs, parrain de cette initiative, l'Afrique doit mener une lutte acharnée contre ce tueur silencieux. Le cancer fait des ravages. C'est un tueur silencieux qui cause plus de 700 000 décès par an en Afrique. Continent où 40% des pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, je n'ai pas hésité à parrainer l'initiative Rays of Hope lorsque vous me l'avez présentée à l'occasion de votre visite au Sénégal au mois de novembre dernier. Des millions de personnes vivant dans des pays moins avancés meurent d'un cancer qui est souvent traitable et guérissable, tel que l'a souligné Raphaël Mariano Grossi, directeur général de l'AIEA, au cours de cette cérémonie. Il est convaincu que le projet piloté par son agence pourra renverser la courbe. La joie indescriptible pour les supporters et l'administration pour l'admiration pour leur équipe nationale menée par Aliou Cissé. Scène de liesse partout au Sénégal et au-delà. Après la consécration, les Lions de la Teranga remportent leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Un moment historique. Le Sénégal a battu l'Égypte en finale de la CAN dimanche soir à Yaoundé. C'est Sadio Mané qui a offert le premier sacre des Lions de la Teranga en marquant le 5e tir au but. La joie, je vous le disais, des supporters. Regardez ces quelques réactions de Sénégalais de la diaspora réunis à Montreuil en France, près de Paris, dans une fan zone. C'était donc dimanche soir. Regardez.
incroyable, c'est inexplicable. C'était dur, il y avait le stress, il y avait de la tension, mais on n'a jamais baissé les bras en tout cas. On a toujours cru jusqu'au dernier penalty et là on est champion d'Afrique. Que dire de plus? Que dire de plus? On a marqué l'histoire, la première étoile de l'Afrique de l'Ouest. On a attendu cette étoile et ouais. On ne pouvait pas perdre une deuxième fois en finale, c'est pas possible. C'était un match vraiment, il y avait des hauts, des bas, c'était fort en rebondissement et ils ont joué avec notre cœur, mais au final ils récompensent notre cœur, donc on ne peut qu'apprécier. Je suis contente, honnêtement on le méritait, on était de tout cœur derrière les Kaindé et on a enfin gagné, on a enfin cette étoile qu'on mérite tant depuis tant d'années. Voilà, je suis trop contente, très heureuse, première étoile sur le maillot, juste ici là. De Sadio Mané, de Sarr, des deux Sarr, de Mendy, le gardien qui a réussi à tenir jusqu'au bout. Franchement, je suis contente de tous nos joueurs et de Aliou Cissé, le coach aussi. Là, Masha'Allah, je suis fière de vous. Vous nous avez rendu fiers aujourd'hui. On est tous heureux. On va vous rendre hommage sur les Champs-Élysées. On va tout péter. Demain, c'est férié. Il faut qu'on profite. On va fêter cette victoire. On la mérite amplement. Donc ce soir, c'est la fête. Pour tous les Parisiens, rendez-vous sur les champs. On va fêter ça comme il faut. Le dernier message, c'est maintenant, c'est à nous de faire en sorte de conserver le titre et de montrer que le Sénégal est toujours présent et que ce n'était pas de la chance. La joie des Sénégalais de France. José Douglas, merci de m'avoir rejoint pour parler de cette belle victoire sénégalaise. Alors, ce sacre, les Sénégalais l'attendaient depuis très longtemps. Les Sénégalais, enfin, sacrés après 2 échecs en finale. C'était en 2002 et puis en 2019. Et finalement, 2022, 20 ans plus tard, la victoire. Oui, donc effectivement, Zara, la 3e, a été la bonne première médaille. Vous l'avez vu sur ces images, donc de l'équipe du Sénégal. Dakar explosé de joie après le coup de sifflet final. Le président Macky Sall a décrété cette journée de lundi férié, chômé payé, après cette brillante victoire. Et puis, la déclaration de Kalidou Koulibaly, personne ne nous attendait là. J'y ai toujours cru, malgré les critiques. Et puis, côté tableau, regardez, le Cameroun pour la 3e place, après une remontada extraordinaire face au Burkina Faso, grâce à son meilleur buteur, Vincent Boubacar, 8 buts, et il ne bat pas pour autant le record de Samuel Eto'o, qui le détient toujours. On revient sur la victoire du Sénégal. Alors, il y a un homme qui a déjoué tous les pronostics, José. Exactement. Et pour moi, c'est l'homme du match qui a aussi marqué cette finale. Vigilant sur les coups de tête égyptiens, sur les frappes aussi de Mo Salah. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui a été dans tous les coups, repoussant en permanence les échéances jusqu'au tir au but. C'est vraiment l'homme à qui il faut aussi attribuer un satisfecit au cours de cette finale mémorable. Alors après la victoire, la cérémonie de clôture qui s'est donc déroulée à Yaoundé. Oui, elle était belle cette cérémonie de clôture avec des artistes camerounais. Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, le président de la CAF, ont assisté à cette finale, portant jusqu'à la tribune d'honneur le trophée pour le remettre au président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui l'a aussitôt transmis au capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly. Une belle cérémonie de clôture, peut-être maintenant un petit mot sur quelque chose de moins festif, mais il faut en parler, c'est la polémique autour des tests Covid. Exactement, je crois qu'il faut fermer le rideau aussi sur ce débat qui a entaché la CAN, il faut le dire. Zara note une très belle organisation, le Cameroun a réussi son examen, tout était parfait, sauf les 8 victimes qu'il faut déplorer et les blessés devant le stade d'Olimbé. Les forces de l'ordre étaient déployées en grand nombre hier pour cette finale autour et à l'intérieur du stade. Quant aux petits problèmes de tests anti-Covid, tout était surveillé et contrôlé par des laboratoires externes et le secrétaire général de la CAF d'apporter ses précisions sur les modalités des tests déclarés positifs. Après 5 jours de confinement, si vous êtes négatif, on fait des tests cardiovasculaires pour pouvoir vous permettre de jouer. C'est ça juste l'ajustement qu'ils ont fait. Mais ce qui était plus important, c'est faire ces tests cardiovasculaires parce que après Covid, on ne peut pas laisser des joueurs aller sur le terrain comme ça et puis il y a des problèmes cardiaques. Vive la CAN 2022, vive le Sénégal. Prochaine CAN, ce sera Côte d'Ivoire 2023. Et puis en 2025, c'est la Guinée-Conakry. Et puis attention, le foot n'est pas terminé sur la zone Afrique, car il y aura les qualifications pour le mondial au Qatar au mois de mars. Match aller-retour du 23 au 29 mars. Égypte-Sénégal pour les barrages.
Cameroun-Algérie, ce sont les matchs allés. Ghana-Nigeria, RDC Maroc et Mali-Tunisie. Voilà Zara, j'ai tout dit. Merci beaucoup José pour ce point complet et ce retour sur la victoire du Sénégal. Merci à vous José Douglas. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.